BFM Business et Tech Co présente Tech Co, la quotidienne. Frédéric Simotel. Bonsoir et bienvenue dans Tech Co, la quotidienne. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h pour un débrief complet de l'actu et des startups. Vous verrez tout ça ensemble. On va démarrer avec la Maison Blanche qui déverrouille un peu l'IA Mythos de Claude. On va en parler avec nos débriefeurs. Il se passe beaucoup de choses. Il se passe même des choses autour d'OpenAI. On va parler de tout ça dans un instant. On reviendra aussi sur Elon Musk qui menace de couper. Il menace l'Union européenne de représailles si on lui coupe l'accès à Starlink, si on gère ses fréquences. On verra tout ça aussi avec nos débriefeurs. Et puis en deuxième partie de l'émission, quand l'IA retrouve vos bagages, eh bien c'est avec le patron de Cita Europe que l'on va parler de tous ces sujets. Voilà, on est ensemble jusqu'à 21h. Et puis bien entendu, vous nous retrouvez en replay, en podcast et puis sur la chaîne YouTube. Allez, Tech Co, la quotidienne, c'est parti. Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà, le débrief de la tech qu'on aurait surnommé maintenant le débrief de l'IA, parce qu'on parle que de l'IA. On parle de ça. Et même dans d'autres sujets, on réussit toujours à rebondir sur l'IA avec nos débriefeurs ce soir. Donc on va revenir beaucoup de choses qui se sont faites autour de Washington, autour d'OpenAI. Claude, on va en parler avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. Damien Douani, bonsoir Damien. Salut Fred. Responsable d'innovation de l'école narrative avec 2i et fondateur de Topos. Avec nous également Michel Lévy-Provençal, prospectiviste, fondateur de TEDx Paris et de l'agence Brightness, qui aura peut-être une annonce à nous... On en parlera tout à l'heure avec Michel. Et puis, bonsoir Michel, merci d'être avec nous. Bonsoir Frédéric. Et à distance, mais tout proche de nous, il était avec nous d'ailleurs il y a quelques jours, puisqu'il est venu faire un tour à Vivatech, Bruno Guglielminetti, journaliste animateur de mon carnet de l'actualité numérique. Regardez, il est magnifique, il nous attend. Bonjour Bruno, merci d'être avec nous. Bonsoir Frédéric. Un Vivatech qui s'est bien passé, le retour s'est bien passé. Tu étais content de cette édition de Vivatech ? Ça valait vraiment le voyage et évidemment la possibilité de rencontrer bien des gens, mais surtout de voir que Vivatech se porte bien, que l'industrie française se porte bien et qu'il y a de l'espoir pour la suite. Bon, eh bien, écoute, merci pour ton message parce qu'ici, parfois, on a un petit peu de mal à se motiver, mais on y va. Allez, on démarre avec cette actu. C'est un nouveau rebondissement dans le feuilleton Mythos, l'IA surpuissante d'Anthropic, qui avait été suspendu il y a une quinzaine de jours par Washington au nom de la sécurité nationale. Ça avait été un vrai électrochoc. On en avait beaucoup parlé à Vivatech. Eh bien, finalement, Mythos 5 est finalement à nouveau autorisé, mais pas pour tout le monde. Ça reste quand même très encadré. On écoute ce qu'en dit Anthony Morel et on revient en plateau en parler tout de suite après. Alors visiblement, les tensions assez vives entre Anthropic et la Maison Blanche sont redescendues d'un cran, puisqu'il faut rappeler qu'il y a 15 jours, ça s'était fait de manière très brutale. Ils avaient donné une deadline de 90 minutes pour débrancher complètement Anthropic, notamment à cause de sa capacité à détecter des failles de sécurité critiques dans les logiciels. Alors finalement, Anthropic est à nouveau autorisé, mais pour un tout petit nombre de happy few, si l'on peut dire. On n'a pas la liste exacte. Ce qu'on sait, c'est qu'il s'agit de spécialistes de la cyberdéfense et de quelques opérateurs d'infrastructures critiques et surtout qu'ils sont tous 100% américains. Et ça, c'est très important, évidemment. C'est-à-dire que même les grandes agences de cybersécurité européennes ou asiatiques, par exemple, qui auraient eu tout intérêt à avoir accès à cette IA qui permet de détecter des failles, donc de pouvoir détecter très en amont de potentielles vulnérabilités informatiques, eh bien, n'auront pas accès à cette IA. Alors, on n'a pas encore tout à fait de nouvelles sur Fable 5, qui est la version édulcorée de Mythos. A priori, elle devrait être réautorisée cette semaine, selon la presse américaine, avec un périmètre qui reste encore à déterminer. En tout cas, c'est une nouvelle démonstration brutale de notre dépendance technologique à ces grands modèles américains, desquels on peut être coupé du jour au lendemain. Ce qui est intéressant, c'est que cette décision intervient quasiment au même moment où OpenAI a dévoilé son propre modèle de nouvelle génération, GPT 5.6 Sol, concurrent direct de Mythos, qui lui aussi sera réservé à quelques utilisateurs triés sur le volet et validés par la Maison Blanche. Voilà, il se passe beaucoup de choses, on l'a compris du côté de ces IA. On reviendra sur OpenAI dans un instant. Bruno, on va démarrer avec toi, Bruno Guglielminetti, mon carnet de l'actualité numérique. Qu'est-ce qu'on en dit de outre-Atlantique, là, donc, de cette Anthropic Mythos 5 débloquée alors pour une centaine de partenaires à peu près aujourd'hui? C'est presque une bonne nouvelle, presque parce que, on commence à voir que la Maison-Blanche laisse des accès, mais comme Anthony le disait dans son débrief, c'est quelques gens autour de l'entreprise. On parle, et tu le disais, une centaine de personnes. Et surtout, personne à l'extérieur des États-Unis. Et ce qu'on est en train de voir avec cette décision-là de la Maison-Blanche, mais aussi avec le déploiement qui est permis
avec celui d'Anthropic, mais aussi avec celui d'OpenAI dont on parlera plus tard, c'est que finalement, la Maison-Blanche et les États-Unis sont en train d'utiliser l'intelligence artificielle qui devient très puissante comme un levier de pression. Et souvenez-vous, il y a 1 an et demi, quand Donald Trump est arrivé en place, on s'est dit, et c'est là où on a relancé toute la discussion autour de la souveraineté numérique, on s'est dit, bon, ben là, tranquillement, pas vite, ils vont utiliser ou les réseaux sociaux, ou l'info nuagique, le cloud, ou d'autres outils numériques pour faire de la pression sur les pays autres que les États-Unis. Et là, finalement, on est en train de voir que c'est peut-être pas de la latence sur les réseaux, c'est peut-être pas des services qui seront coupés dans l'info nuagique, non, mais ce sera peut-être l'IA. Alors là, vous avez tous les partenaires naturels des États-Unis qui sont au qui-vive et qui attendent avec espoir la possibilité de pouvoir utiliser ces outils-là. Et il y a la Maison-Blanche qui tient ça dans sa main et un peu comme une carotte en disant peut-être que vous allez l'avoir, peut-être que vous ne l'aurez pas. Et ça soulève encore une fois toute l'histoire de la souveraineté et le besoin pour les grands pays, les grandes régions du monde, de se doter d'outils parce qu'on ne peut pas attendre que les Américains décident de nous ouvrir gentiment la porte. Quand ils vont nous ouvrir gentiment la porte, vous pouvez imaginer qu'il y aura une autre version qui, celle-là, sera encore plus puissante et sera réservée aux Américains. Donc pression géopolitique, pression technologique, communication aussi quand même un peu autour de tout ça, Michel Lévy-Fransal. Écoute, je vais peut-être contredire un tout petit peu ce qu'on vient d'entendre, parce que moi je ne crois pas du tout à la vision qui consisterait à une pression américaine sur l'Europe dans cette affaire-là. Je pense que si on reprend la chronologie de ce qui s'est passé, on va la faire courte, le CEO d'Amazon envoie un message aux acteurs autour de Trump à la Maison-Blanche il y a à peu près une quinzaine de jours, disant on a un problème, nos ingénieurs ont réussi à trouver des failles très importantes avec vos outils et les outils d'Anthropic. Et effectivement, en 90 minutes, il fallait que Anthropic coupe les accès, notamment à l'étranger, aux acteurs étrangers pour des raisons de sécurité intérieure. On a entendu après que la NSA avait pu voir un certain nombre d'acteurs pénétrer dans leur système à cause de l'usage de ces modèles. En fait, Anthropic n'a pas su couper uniquement aux acteurs étrangers, donc ils ont décidé de couper à tout le monde. C'est ça qui s'est passé. Alors, évidemment, il y a eu beaucoup de discours après, de politiques européens, de Français disant en fait, on est visé directement, c'est une pression. Non, en fait, c'est pas du tout une pression. Il est vrai, en revanche, que ces outils, ces IA, sont les plus puissantes du marché et qu'on s'était habitué à les utiliser, notamment Fable 5, en l'espace de presque 2 semaines. Les entreprises, ça, il y a 18 exactement. Heures, on peut couper. Et donc, on s'est vu couper le robinet. Et donc on s'est dit, on s'est dit, on n'a pas d'alternative européenne à ça. Donc il est vrai qu'on a besoin de solutions équivalentes, pas forcément aussi puissantes, mais équivalentes et qui soient souveraines. Pour autant, le discours qui consiste à dire, nous sommes en tant qu'Européens directement visés par cette décision, à mon avis, il est totalement exagéré. Bruno, tu veux réagir ? Oui, ça ne vise pas uniquement les Européens, ça vise tous ceux qui ne sont pas américains. Oui. Et la preuve est que à la première, il y a 2 semaines, quand ça a été bloqué, les employés qui n'étaient pas américains sur le sol américain n'y avaient pas accès. Et c'est encore aujourd'hui la chose. Alors, imaginez le problème quand on sait que ces grandes boîtes-là, autant Anthropic qu'Amazon, Microsoft et compagnie, roulent sur des cerveaux qui viennent de l'étranger, notamment des Français, pour développer tous ces outils-là. Et à ces gens-là qui sont même au sein de l'entreprise et dans les bureaux, et n'ont même pas accès à ces outils-là. Alors, c'est vous dire, là, on ne vise pas que la France, que l'Europe, mais on vise ce qui n'est pas américain. Allez, on attend le Canada pour une nouvelle étoile sur le drapeau européen, Bruno. Damien. Par rapport à ce que disait Michel sur le fait de dire que finalement, à l'origine, la volonté n'était pas de viser forcément, on va dire, les Européens, mais de dire qu'il fallait qu'on arrête. Je pense que l'administration Trump y a vu une opportunité, justement, de faire un levier d'asymétrie. Donc, autrement dit, de se dire, tiens, c'est peut-être l'occasion de faire un prototype de gouvernance, on va dire, distincte, on va dire, mondiale, et de se dire qu'après tout, effectivement, quand on voit ce que ça provoque,
sur les acteurs américains et non américains, il y a certainement un levier de négociation. Et Trump adore le principe de négociation parce que tout est basé sur cette logique de deal et de négociation. Donc là, à nouveau, on a un levier de négociation, on va pas s'en priver, même si c'est une boîte américaine, et on verra bien, elle va rentrer quand même en bourse prochainement, oui. mais je pense qu'il y a de la part de Trump, il y a une dimension à la fois de levier de négociation vis-à-vis de l'extérieur du pays, mais peut-être même vis-à-vis de l'acteur lui-même qui est Anthropic, ou peut-être même demain ChatGPT. Il y a quelques dissensions, notamment avec le Pentagone et Anthropic, oui. Voilà. Et les employés. Mais en gros, la question de fond, c'est qu'il bosse. Trump. C'est qui le patron et c'est qui le boss. Et donc, par conséquent, on va aussi, j'ai la possibilité, moi, Trump, administration américaine, de faire un levier. Et quelque part, c'est assez intéressant parce que ça prouve le fait qu'il y a une volonté peut-être de prendre la main sur des acteurs, quels qu'ils soient. Alors, en France, on parlerait de nationalisation, on va pas parler de, c'est pas le cas. Mais tout le monde, il y a quand même on va dire, une volonté de prendre la main ou de dire, attendez, c'est qui le patron ici? Et donc, c'est intéressant parce que ça renforce d'autres alternatives. Tu en parlais tout à l'heure, Michel, sur le fait de se dire, qu'est-ce qu'on a sous la main? Et les Chinois qui en face jouent mais à fond la carte de l'open source, donc on va continuer ça parce qu'après tout, on a une fenêtre. Donc il y a un jeu géopolitique qui est en train de se positionner qui est assez intéressant et qui est un jeu compliqué. Sur ce point, peut-être qu'il faut rappeler que début juin, il y avait une directive qui avait été fixée par l'administration Trump qui disait 90 jours, 60 jours, 30 jours, c'était pas très clair, mais il fallait donner la possibilité aux éditeurs d'IA de passer par la fourche codine d'un certain nombre de vérifications. En fait, là, ils n'ont plus trop le choix. Et on le voit, et on va en parler tout à l'heure avec GPT 5.6, on passe automatiquement sous la fourche codine. Mais pourquoi ils le font? Moi, je maintiens cette idée que c'est un effet collatéral pour les acteurs étrangers. Mais ça n'est pas la première c'est pas le premier des objectifs, à mon avis, pour l'administration. Regardez un peu l'histoire, le chiffrement. Ça s'est passé comme ça aussi. Le chiffrement au départ, les clés de chiffrement, je remonte à plusieurs années, les clés de chiffrement au départ c'était uniquement pour les Américains. Et puis ensuite ils l'ont réporté. Et on pourrait trouver d'autres exemples, mais je suis sûr dans d'autres industries où les Américains ont dit attendez, on va d'abord essayer de réguler ça chez nous, enfin de réguler. On va d'abord essayer de mieux contrôler, mieux maîtriser tout ça. Mais le chiffrement, les clés RSA 256 bits, regardez, replongez-vous dans l'histoire, ils ont fait la même chose. Tu as raison. Le seul point, c'est que là, on est sur une technologie qui a un impact monumental. C'est-à-dire que je pense que la crainte du Pentagone et de la NSA et de finalement la Maison-Blanche, c'est que ces outils puissent être utilisés à des fins de construction d'armes biologiques, à des fins d'attaques cyber. Et donc, le premier des réflexes, c'est de dire on va les garder sur nos territoires. Mais il y a des effets collatéraux. C'est de croire, nous, Européens, que nous sommes visés. Je ne pense pas que nous sommes en première intention visés. Et le deuxième effet collatéral, et on pourra en reparler, tu en as parlé, Damien. On est quand même atteint. C'est que ça donne un boulevard aux Chinois. Parce que les Chinois aujourd'hui ont des modèles qui commencent à toucher vraiment le niveau de qualité des plus gros modèles américains. Et sauf qu'ils sont effectivement open source. Surtout que, et ce sera notre deuxième news du jour dont on va débattre ensemble, GPT 5.6, donc baptisé Sol, d'OpenAI, se voit déjà restreint par les États-Unis avant même sa sortie. Donc après Anthropic, allez, je tape un coup sur la tête d'OpenAI. À nouveau, je pense qu'on retombe sur cette logique à la fois on montre que l'État américain a la volonté de montrer qu'ils ont la main. Il y a quand même cette dimension, quelque part, de faire basculer des outils qui étaient des outils principalement vus comme des outils grand public et massivement développés et diffusés. Quand on dit le gouvernement américain, on sait, est-ce que c'est la NSA, est-ce que c'est la CIA? C'est pas clair. C'est ça aussi. C'est clairement pas clair. Est-ce qu'il y a des types super intelligents là, dans la Maison-Blanche qui disent, les gars, ça va trop loin? C'est clairement pas clair. Ce qui est évident, c'est que ça fait basculer quand même. Est-ce que c'est un comité tu vois, de scientifiques, du MIT, de tout ça? De toute façon, il y a manifestement un principe de précaution et ça fait de fait basculer des outils qui étaient plutôt donc majoritairement grand public, on va dire ouverts au plus grand nombre, dans des outils de type armé, on va dire des armes, et avec les législations qui vont avec. Ça pose des questions, effectivement, et la questionnement aussi de se dire, est-ce qu'il y a une volonté aussi après de faire pression? Ça, c'est un autre élément. Il y a eu un décret au départ, puis on passe le 2 juin dernier, qui est passé et qui consistait à avoir cette fameuse revue. Ils ont modifié le décret pour passer de 90 jours à 30 jours sous la pression d'un des membres du comité entourant Trump. Mais là où c'est flou,
c'est véritablement ce qui s'est passé. On a entendu un certain nombre d'éléments qui ne sont pas uniquement des rumeurs, mais certains qui ont été validés, vérifiés, le patron d'Amazon, la NSA. Et puis, il y a, comme toutes les décisions de Trump, à un moment donné, la décision du chef, du roi, de l'empereur, sans de Trump, forcément des sans arguments, forcément avoir des arguments légaux qui sont sur la table. Donc on est dans un énorme flou et du jour au lendemain, les choses peuvent changer. On va le voir peut-être avec Fable 5. Bruno, qu'est-ce que tu vois de tout ça là, par rapport à ce qu'ont dit Damien déjà et Michel? Ouais. Ce que je trouve intéressant dans l'histoire dans le cas de OpenAI, c'est que évidemment ils ont vu la tempête arriver avec Anthropic. Oui. C'est-à-dire qu'Anthropic s'est fait fermer le robinet, en tout cas, s'est fait inciter à fermer le robinet en 90 minutes. Je t'interromps, Bruno, ils ont pris plein de garde-fous, OpenAI. Ils ont dit voilà, on va le faire tester justement... pendant 720 000 heures on va le faire tourner, etc. Enfin, c'est incroyable. Et c'est justement où je m'en vais, c'est que comme ils ont vu la pression qui avait été mise là-dessus, et sachant un peu pour revenir effectivement sur ce qui a été mentionné, que maintenant il y avait en place cette loi américaine qui demandait d'avoir la mainmise sur l'outil puissant avant qu'il soit rendu à l'extérieur. Bon, ben là, les gens d'OpenAI, ils savaient comment fonctionner. Et quand ils ont dévoilé l'outil hier, ils ont dévoilé les 3 versions qui existent maintenant en disant, ben oui, mais là, pour le moment, ils ne seront pas disponibles pour tout le monde, ou enfin, pour certaines personnes ou certaines organisations de confiance, mais au moins, là, on savait comment la danse allait être organisée. Alors, ils n'ont pas été pris par défaut, comme il s'est passé avec Anthropic. Alors, ça se fait un peu plus élégamment, mais résultat, tout ce qui vit à l'extérieur des États-Unis ne peut pas vraiment avoir accès à ça. Alors, j'ai l'impression que ça sera la nouvelle façon de procéder et à la fois pour la sécurité des Américains, il faut leur donner ça, mais de l'autre côté aussi, je pense que je reviens avec l'idée de levier, comme Damien le disait, c'est un levier qui est important pour l'administration de Donald Trump et il va pas se gâcher ce plaisir-là. 2 questions, là. Je démarre avec toi, Damien. La première, c'est je suis une entreprise européenne, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Deuxième chose, est-ce que ce GPT 5.6 ou est-ce que ce Mythos 5 est vraiment beaucoup plus puissant, ou alors est-ce que je peux me contenter justement en tant qu'entreprise, je me contente de la version un peu plus basique, la version juste en dessous, mais qui est autorisée? Déjà, je pense que la réponse est dans la question. Oui. Comment dire, de toute façon, on peut faire que ça. De fait, voilà, il va falloir faire avec. C'est vrai. Et c'est déjà pas mal. Faut pas se mentir. Hein. Ce sont des modèles quand même qui fonctionnent très bien, qui ont de la puissance. Donc, par conséquent, déjà s'adapter et utiliser pleinement ces outils-là et leur performance, c'est déjà pas mal. Et de par le fait qu'il y a une inconstance et une instabilité qui se crée sur un flou vis-à-vis de l'usage de ces outils-là et sur leur disponibilité, ça crée plusieurs éléments. C'est soit je me dis je me rabats sur des modèles qui fonctionnent et puis on verra bien, mais je reste chez eux. Soit je vais à la concurrence. Alors la question c'est quelle concurrence? Oui. C'est encore autre chose. Ça peut ouvrir le champ aussi à une réflexion plus souveraine. Et je sais qu'il y a beaucoup de boîtes, et notamment françaises, qui se le pose vraiment. Moi, j'ai été consulté plein de fois. Qu'est-ce qu'on fait? Et le fait de réintégrer des modèles, de travailler en local, de faire en sorte de ne pas de minimiser l'exfiltration des données. Il y a des vrais questionnements aujourd'hui. Il n'y a pas de réponse massive. Les journées Mistral, alors qui était la journée Mistral au Carrousel du Louvre à Paris, qui était le Mistral Summit, mais qui était avant cette annonce de blocage ou de restriction autour de Fable 5 et de Mythos 5. C'était le mot clé, c'était souveraineté. Tout le monde dit pourquoi je vais chez Mistral? Parce que c'est souverain, parce que je suis sûr de disposer des modèles et tout ça. Les entreprises françaises aujourd'hui, européennes en général, ont tout intérêt à être agnostiques en termes de modèles. En gros, ça bouge tellement vite, on est tellement face à des incertitudes, la preuve en est, qu'il faut pouvoir, en quelques clics, basculer d'un modèle à l'autre. Potentiellement utiliser des modèles chinois qui sont hébergés en Europe ou dans des zones la direction du Trésor en France, qui utilisait Qwen et puis qui se sont rendus compte qu'il y avait quelques problèmes et qui donc sont revenus vers Mistral. Il y a des modèles chinois open source et open weight qui ne posent pas de problème parce que précisément ils offrent cette transparence-là. La question est de pouvoir les héberger soit en local, soit sur des infrastructures souveraines. Il y a des modèles américains qui demeurent de très très bonne facture. On a des modèles français, qui sont encore un peu moins, mais encore une fois, je vais répondre à italien, on en parlera tout à l'heure. Il y a le modèle italien. Pour répondre à ton autre question, qui est de savoir, est-ce que ces modèles, ces nouveaux modèles, par exemple GPT 5.6, Sol, valent le coup?
Est-ce que ça vaut le coup de se précipiter? Eh bien, ça dépend des usages. Ah oui. C'est-à-dire que si tu les utilises pour rédiger un document, répondre à tes mails ou éventuellement organiser ton agenda, tu n'as pas forcément besoin de Sol ou même de Mythos 5. En revanche, quand tu fais une analyse cyber poussée de toute ton infrastructure, tu es très content d'avoir le modèle le plus puissant du marché parce que c'est celui qui va te permettre de trouver les failles de sécurité. Et c'est là qu'est l'enjeu. Et aujourd'hui, en fait, comme ça devient une arme de guerre, l'IA, on a tout intérêt à avoir les meilleurs modèles entre les mains pour pouvoir au moins se protéger, pas forcément attaquer, mais au moins se protéger. Et c'est dans ce sens que c'est très important d'avoir des modèles de très bonne qualité. Et c'est là où on voit l'Europe sortir du bois, Damien, qui fait les yeux doux à Anthropic. C'est le secrétaire d'État autrichien en numérique Alexander Prohl qui a écrit à la commissaire européenne Heina Vikkunen. L'UE devrait attirer Anthropic sur son territoire pour ne plus dépendre des décisions américaines. Moi, je vous renvoie juste, allez, je me fais ma propre pub. Il y a quelques mois, c'est ce que je disais quand Anthropic avait eu le premier souci. J'avais dit, il faudrait qu'on fasse tout pour faire venir Anthropic en Europe. Alors, je m'étais fait allumer sur Twitter en disant, oui, Mistral, et c'est ça. Je dis, oui, mais allez, faisons tout pour qu'au moins cela vienne, que Dario Amodei vienne. Non, mais je pense que tu as raison, que c'est un très bon pas en avant. Après, il ne faut pas se leurrer, c'est un doux rêve. Ils ne vont pas débarquer demain. Je pense qu'ils sont en train de préparer leur IPO. Oui, quand bien même ils débarquent, ils seront soumis aux lois américaines. Ça reste quand même une entreprise qui est majoritairement détenue par des Américains. Donc, à un moment donné, c'est bien, c'est un bon signal, mais il ne faut pas rêver. Non, mais moi j'aime beaucoup la créativité politique de cette proposition. Vraiment, je trouve qu'elle est assez intéressante. C'est un pas de côté qui est peut-être irréaliste, mais que je trouve intéressant. Intéressant parce qu'effectivement, ils posent des questions. Tu as raison, ils font leur IPO, donc ils vont pas venir. Et ça sous-tend aussi un autre problème, c'est que l'Europe ne serait pas capable, il n'y a pas assez de capital aujourd'hui, risque en Europe pour arriver à financer des modèles comme cela. En revanche, l'idée de s'ouvrir, la volonté de s'ouvrir à l'idée de se dire pourquoi ne pas faire venir d'autres acteurs sur le notamment américains, comme il y a quelques années, pas si longtemps que ça, Emmanuel Macron avait dit à des chercheurs américains quand Trump était revenu, venez ici. Bon, alors après il faut regarder la grille de l'indice, parce que c'est pas tout à fait pareil entre les acteurs, les chercheurs américains et français. Mais globalement, il y avait un peu cette même idée de dire, si vous n'êtes pas bien là-bas, venez chez nous, ça se passe plutôt pas mal. Donc, je trouve que l'idée elle est intéressante. Effectivement, ça n'arrivera pas, mais ça ouvre une volonté de se dire on n'est pas que claquemuré entre nos régulations, on peut avoir la volonté d'être une terre d'asile et d'accueil pour des acteurs qui veulent faire différemment. Et ça, je pense que c'est une fenêtre qui est assez intéressante. Ne serait-ce qu'ouvrir un laboratoire plus important. C'est ce que j'allais te dire, on l'a déjà vécu. On l'a vécu avec Meta, on l'a vécu avec Google, ils ont débarqué à Paris. Samsung, et voilà, ils ont travaillé avec des ingénieurs français et pour autant, ça n'a pas changé radicalement leur structure. Même moi, oui. Bruno, comment tu vois ce côté? Alors, je sais pas, peut-être que le Canada fait la même chose aussi avec Anthropic. Là, il y a juste la frontière à passer. Ça peut être un peu plus facile, entre guillemets. Il y a eu des discussions avec des gens de OpenAI, déjà avec le gouvernement fédéral. Mais si tu me permets, je veux juste revenir à la question précédente que tu avais posée à mes collègues sur le panel. Et je te dirais que probablement qu'il y a seulement 10% des gens qui nous regardent qui pourraient, puis des gens, je parle d'organisations et d'entreprises et de chercheurs qui pourraient bénéficier de l'utilisation de la plus récente, le plus récent modèle, là, Mythos ou Fable 5. Pour le reste, ils peuvent aller avec ce qui est déjà sur le marché et ils auront amplement d'outillage pour réussir leurs choses. Mais pour revenir à ta question actuelle, je te dirais que moi, j'avoue que j'ai souri ce matin quand j'ai vu cette proposition-là, et même à l'époque, quand tu l'avais mentionné, parce que je me dis, oui, ça vous ferait un joueur de plus sur le terrain, sauf que ça règle tellement pas votre question de souveraineté, parce que ces gens-là sont attachés sur le continent américain avec les lois américaines, et du jour au lendemain, qu'est-ce que ça aurait changé si Anthropic avait été en Europe avec l'histoire de Mythos 5? Pouf, vous n'y aurez pas plus accès qu'aujourd'hui. Donc avec quand même une question que ça pose, on est quasiment sur une réponse politique ou diplomatique, en utilisant un levier, on va dire business ou industriel, et qui pose quand même une question. Est-ce que il y a une volonté, un doux rêve ou une réalité à venir qui est de monter des industries et on va dire souveraines en Europe, mais ça va prendre du temps. Il faut avoir les capacités, les ingénieurs, l'argent, etc., etc. Est-ce que le fait de faire venir un acteur, un autre joueur sur le terrain, comme tu dis Bruno, qui pourrait peut-être
inciter certains acteurs européens à aller plus vite, c'est peut-être une réponse assez pragmatique dans un court terme, mais qui n'empêche pas le fait qu'il y aura autre chose qui va se construire derrière. Mais aujourd'hui, on a ce gap-là. L'Europe régule, elle fait ce qu'elle peut, elle essaie de construire vite, elle se rend compte qu'elle a du retard, et pour l'instant, il manque un milieu de terrain. Donc, comment on fait ? C'est une réponse qui n'est pas idiote, même si, a priori, compliqué qu'elle arrive. Ouais, moi j'aime bien ce type de proposition, enfin, tu vois, d'ouverture ici, comme on sait que ça ne va pas aboutir, mais il y a une démarche qui est faite, pourquoi pas faire venir quelque chose, enfin, faire comme ce que les autres ont fait. Ça masque un problème de fond, c'est qu'on s'attache à essayer de rattraper un retard qu'on a pris depuis 10 ans, alors qu'on devrait s'attacher à développer les technologies dans 10 ans. Donc, arrêtons de regarder en arrière. C'est fait. N'essayons pas de rattraper notre retard. Développons les technologies qui arrivent. D'ailleurs, on en parle moins. Bruno, à Québec, il y a des acteurs de type Mistral, des gros acteurs canadiens qui sont en train de monter en puissance. Oh, tout à fait. On a l'équivalent de ce qu'on appelle, vous l'appelez aussi OpenAI. Oui. Chez nous, il y a Cohere, qui C-O-H-E-R-E, qui encore récemment a fait une acquisition en Allemagne en achetant un joueur qui est en train de développer ses propres solutions. En IA, et ces gens-là, regardez-les dans votre rétroviseur parce qu'ils s'en viennent avec de l'investissement en Europe. Et ça, c'est une alternative. En tout cas, au Canada, le gouvernement fédéral n'en a que de bons yeux et de bons propos à leur endroit. Et plusieurs entreprises que je connais utilisent, et ça rivalise assez facilement avec ce que les Américains nous proposent, sauf que c'est pour les entreprises privées. C'est pas un particulier qui peut utiliser ces solutions-là. Oui, alors on reviendra, parce que on reviendra sur ce sujet tout à l'heure, parce qu'on sait qu'on est tous en train de regarder, il y a le Tech Sovereign Package là, qui est en train de regarder de monter quelque chose, tout un package de suite IA, enfin on parlera de ça, mais et dans ce cadre-là, justement, moi j'avais jamais entendu parler Domine, une start-up italienne. On va revenir dessus. On va marquer une courte pause, on va se retrouver juste après avec nos amis Damien Douani, Michel Lévy-Provençal et Bruno Guglielminetti. On va parler d'Elon Musk, qui a des petits soucis avec Starlink, qui a surtout des gros soucis avec l'Union européenne. Donc on va voir ce qu'il peut faire, et puis on reviendra évidemment sur cette IA italienne. On parlera aussi d'un plan complètement dingue sorti par la Corée du Sud de 1000 milliards d'investissements autour de l'IA. Ben oui, on parle des Américains, il faut aussi parler des Corées du Sud. Allez, courte pause, on se retrouve juste après. On est ensemble jusqu'à 21h sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Allez, Tech & Co, la quotidienne, c'est reparti. On est ensemble jusqu'à 21h, mais avec nos débriefeurs jusqu'à 20h30. Encore une demi-heure ensemble. Et bien entendu, si vous avez manqué le début, ce sera en replay, en podcast et sur la chaîne YouTube avec Damien Douani, responsable de l'innovation de l'école narrative, fondateur de Topos. Bruno Guglielminetti, il était avec nous à Vivatech il y a quelques jours en personne. Et bien là, il est à distance, journaliste animateur de mon carnet de l'actualité numérique là-bas, outre-Atlantique, au Québec. Et puis Michel Lévy-Provençal, prospectiviste, fondateur de TEDx Paris, de l'agence Brightness et d'une start-up qui s'appelle Captain. Oui. Et on en dit un mot, qui vient de lever 1 million, c'est ça ? Oui, on vient d'effectuer une levée. Elle est toute neuve, cette start-up. C'est une start-up d'IA. À part qu'on ne se positionne pas du tout sur les modèles, on développe en fait une ferme d'agents, des assistants personnels, et chaque agent qui est disponible sur votre mobile est capable d'agir. C'est-à-dire qu'il est capable d'aller chercher des informations dans votre système d'information, qui est capable d'envoyer des mails, qui est capable d'organiser votre agenda. Bref, ça n'est pas un chatbot, c'est vraiment un agent personnel qui a une identité, qui a une personnalité et qui apprend au fur et à mesure que vous l'utilisez. C'est basé sur la technologie OpenClaw dont on a déjà parlé à plusieurs reprises. Et on suivra ça, tu nous en reparleras bien entendu. Ouais. On part avec Elon Musk, donc c'est le bras de fer entre Starlink et l'Union européenne, l'Union européenne qui prépare une réforme des fréquences satellitaires mobiles. On en a parlé il y a quelques jours avec François Sorel, dans la bande des 2 GHz, alors qui est crucial pour le direct to device, c'est-à-dire connexion directe avec son smartphone. Et Bruxelles souhaite réserver les 2 tiers des fréquences, alors pour un tiers plutôt à des acteurs européens, notamment Iris Carré, des administrations, pour un autre tiers à des nouveaux entrants, mais plutôt européens, et puis pour un dernier tiers, on verra. Et là-dedans, du coup, Elon Musk, il se reconnaît pas. Et donc, alors l'objectif de l'Union européenne, c'est évidemment réduire la dépendance à Starlink. Mais si tout cela se fait, bien Elon Musk, il menace déjà de représailles, Damien. Oui, je pense que
le feu aux poudres a été mis avec le fait que il y a eu la question de couper les faisceaux au niveau de l'Ukraine, puisqu'à l'origine, c'est lui qui avait ouvert la communication lorsque l'Ukraine est rentrée en guerre avec la Russie, et que après différents éléments, on fait écoutez, finalement, moi je vais couper. Je pense que l'Europe s'est rendu compte à nouveau qu'il y avait un problème de souveraineté télécom. Alors, en plus, les télécoms, c'est un truc qui chatouille les Européens, parce qu'on est quand même à l'origine de beaucoup de choses au niveau des télécoms, ne serait-ce que la norme GSM qui a donné, on va dire, la téléphonie mobile mondiale. Donc, d'un seul coup, de se rendre compte qu'on peut se faire contourner, ça pose un peu souci. Donc, d'où la volonté de rattraper le retard, et ça, on sait faire sur des Iris Carré et autres acteurs. Donc là, effectivement, l'Europe régule à nouveau, joue un petit côté, tord le bras, fait vraiment une clé de bras. Et alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, dans tous les cas de figure? Ça prouve quand même que l'Europe, quand elle est, à mon avis, elle a des bonnes assises, et là, typiquement, les télécoms, c'est le cas. C'est très bien, quand même, faire cas de certaines représailles, ou montrer que elle sait se montrer un peu offensive. On va voir un peu ce que va donner les représailles, la réponse d'Elon Musk. Mais bon, il va pas se fâcher, mais il va pas être content. Bruno, comment tu vois ça depuis Québec? C'est un nouveau match de bras de fer entre l'Europe et Elon Musk. Il n'en est pas à son premier. Mais j'ai hâte de voir comment il va réagir, d'autant plus que lui, bon, c'est beau le service Internet avec Starlink, mais ce qui l'intéresse aussi, c'est son réseau interplanétaire, pour montrer comment il s'en va, mais pour son réseau planétaire mobile qu'il est en train de mettre en place là, en premier lieu aux États-Unis. Et là, lui, il veut s'assurer que ses clients qui vont acheter des Trump Mobile, des Musk Mobile, vont être capables de pouvoir circuler librement à la grandeur de la planète pour profiter de son réseau de l'espace. Et si les Européens commencent à lui jouer, à lui mettre des bâtons dans les roues, c'est évident qu'il va réagir. Alors, de quelle façon il va réagir, on va le voir. C'est une question de semaine, probablement. Mais vous êtes en train de l'embêter quelque peu. Oui, ça c'est le but. Et puis derrière, on a aussi on a Amazon qui arrive avec son service Léo. Et puis on a nos Européens qu'on attend toujours avec Iris Square. Alors plutôt pour les entreprises. Là, on est Iris au carré, ce sera vraiment côté entreprise. Mais voilà, qu'est-ce qu'on risque de l'autre côté, Michel? En fait, c'est la question. Qu'est-ce qu'on risque? Parce que si l'intention de l'Europe, c'est de nous faire gagner du temps pour ne pas avoir un Musk qui gagne tout de suite le marché, pour développer des solutions européennes et véritablement être un acteur dans la course. Moi, je dis allons-y à 200%. C'est plutôt une bonne chose. En revanche, si à côté de ça, on n'a pas d'acteurs, il y a Iris Carré effectivement, mais si on n'a pas d'acteurs qui proposent l'équivalent de ce que va proposer Musk, c'est-à-dire du satellite au mobile, au téléphone mobile, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va juste être en retard par rapport au monde entier. Donc, pourquoi pas une stratégie de souveraineté qui consiste à réguler, mais à côté aussi une stratégie qui consiste à faire remonter des acteurs. Ouais, après, c'est compliqué le direct au mobile, parce que autant quand on a une antenne satellite, quand on a une réception satellite au sol, hop, ça pointe vers le satellite, c'est très bien. Autant quand on est en mouvement, c'est quand même le brouillage. Faut être. Oui. L'histoire de fréquence. Oui, mais il faut quand même voir un cran d'après. Si tout cela, alors je parle du grand public, on peut parler B2B, mais disons grand public. On a aujourd'hui dans des téléphones, prenons l'iPhone qui est devant moi, qui a déjà une antenne satellitaire intégrée, et on peut l'utiliser, d'ailleurs c'est l'argument qui est de dire, dans les zones où il n'y a pas, c'est une zone blanche, vous pouvez recevoir du satellite. Demain, Apple passe un accord avec pourquoi pas un acteur comme Elon Musk ou autre, et de ce coup, il y a 1 milliard de terminaux qui ont accès à ce réseau-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire bypasser, contourner des acteurs historiques des télécoms que sont, par exemple, un Orange, qui, d'un seul coup, se retrouve démonétisé, dépréciés avec des actifs qui sont leurs antennes. Alors bien sûr, ça va continuer à être utilisé, mais d'un seul coup, leur business model de base, et qu'ils ont très chèrement payé, se retrouve quand même partiellement démonétisé. Donc ça pose un vrai problème industriel derrière, et sur lequel, je le répète, l'Europe avait quand même une vraie avance et une vraie maîtrise. Donc ça pose vraiment un questionnement derrière qui est non négligeable sur des acteurs, notamment européens. Surtout que derrière, les Américains pourraient aussi prendre des... s'il n'est pas content Elon Musk, il va se plaindre auprès de Bruxelles, mais aussi, il va aussi se plaindre du côté de la maison
Maison-Blanche, où il a toujours ses entrées. Et puis là, du coup, si on commence à nous supprimer, si on commence à jouer sur Inmarsat, sur d'autres sujets... Oui, ça peut y avoir des rétorsions aussi. Inmarsat ou Telsat qui seraient effectivement bridés ou verrouillés sur le marché américain. Voire demander à Jeff Bezos d'annuler tous ses envois de satellites via Arianespace. Enfin voilà, ça pourrait être... les mesures de rétorsion peuvent être assez fortes. Après, moi je discute pas mal avec les gens des gens qui travaillent justement dans cet univers des satellites. Elon Musk, c'est quand même un cow-boy. Enfin, on le sait, c'est un cow-boy, mais tu vois le côté en plus sur on sait quand il y a des satellites qui se croisent, en général, celui qui est le dernier arrivé, il s'éteint pour laisser la priorité à celui qui était déjà positionné. Bon, Elon Musk, il n'en a rien à faire de ça. Les satellites passent, ça coupe les communications des autres. Enfin, bon, là, on a... je sais que, notamment, nos satellites français, européens, il y a des zones, ils sont obligés de les éteindre, au-dessus de la Russie, au-dessus de la Chine. Elon Musk, ils s'en fichent complètement. Ça reste allumé. Bruno, il y a ce côté cow-boy aussi d'Elon Musk. Oui, et lui, il est en train de monter son réseau. Et sa priorité, c'est son réseau. Et il n'a que ça en tête. Et quand on regarde, c'est arrivé au fil des 2-3 dernières années là, où il y a eu des incidents où les opérateurs de d'autres réseaux satellitaires se sont plaints justement du côté cavalier de l'équipe il n'y a pas seulement Elon Musk, mais il y a les gens qui travaillent pour lui, là, où ils n'ont pas vraiment l'oreille sensible quand on leur dit, mais faites attention dans une semaine, dans 2 semaines, si votre satellite numéro 24 poursuit sa course, il va frapper le nôtre, ça prend du temps avant qu'il réagisse. Ouais. Et donc, mais lui, sa priorité, c'est que s'il y a un satellite qui meurt, il y en a un autre qui suit après, ce qui n'est pas le cas de tous les opérateurs de satellites. Et ça vient jouer là-dedans. Alors oui, il est tout à fait cavalier dans son approche, dans la mise en place, dans l'installation. Il y a encore des dizaines de milliers de satellites là, qui vont être lancés dans la prochaine année. Alors, à un moment donné, lui, c'est vraiment l'offensive très sérieuse. Alors, quand on voit l'Europe arriver en brandissant, nous, peut-être qu'on va vous compliquer votre vie, c'est pas le genre de propos qu'il aime. Et je pense qu'il pourrait être sérieux dans les moyens qu'il va prendre là, pour répondre à cette... C'est-à-dire, on a toujours du mal à comprendre ces bras de fer. Quand c'est les Américains, on a toujours l'impression qu'au bras de fer, ils vont nous battre, quoi qu'il arrive. Enfin, ils ont plus de poids que nous. Moi, je me pose aussi la question. Alors, c'est super intéressant, si vous avez l'occasion, allez retrouver en replay. C'est François Sorel qui recevait il y a une dizaine de jours Eva Bernanke, qui est l'ancienne présidente de Telsat et qui a sorti un livre sur l'espace. Mais justement, François l'a interviewé sur pas mal de questions. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à aller plus vite sur Iris Carré, Damien ? Ça fait un moment qu'on en parle. Ça fait un moment, effectivement. On pourrait mettre un peu la pression sur les ingénieurs en disant bon les gars, là, on y va quoi. Mais parce qu'on a en face un Elon Musk qui a une doctrine qui n'a strictement rien à voir avec la nôtre. D'abord, une aversion au risque qui n'est pas du tout la nôtre. Je te rappelle qu'il passe son temps à envoyer des fusées dans l'espace qui explosent. Donc la version au risque n'est pas la même. Ensuite, c'est un cow-boy. C'est-à-dire qu'il est en permanence sur la ligne rouge. C'est ce que les Américains disent, tu agis et après tu t'excuses éventuellement. Donc ça, c'est le deuxième point. Et puis, il a une puissance financière derrière lui qui n'est pas la nôtre. Donc, même si l'action a un peu baissé. Oui, non, mais ok. Voilà. Mais bon. et puis un dernier élément, c'est que Iris Carré, c'est un programme qui est financé par l'Europe. Donc c'est un programme qui a une initiative politique, avec tout ce qui va derrière, en termes, on va dire, de lourdeur administrative pour la mise en place d'un programme comme celui-là. Ça, les Européens, on sait faire, les consortiums, on est très bons là-dedans. Mais il faut du temps. Il faut du temps pour mettre en place tout ça. Et effectivement, comme vous le dites, messieurs, on a en face de nous quelqu'un qui va vite, qui a une idée en tête et qui pressure au maximum. Et qui est un cow-boy, oui, avec ses avantages et ses inconvénients. Est-ce que ça pourrait être... Parce qu'on imagine si l'Europe maintenait un peu son bras de fer et réussissait à avoir suffisamment de puissance dans le poignet, donc des pertes de marché sans doute pour Starlink, puisqu'il serait limité à un tiers des fréquences, un impact financier. L'Europe, c'est quand même un gros pays pour lui. Je crois que c'est 10 millions d'utilisateurs mondiaux en 2026, c'est ce qu'il vise, 20 millions fin 2026. Et puis, mais peut-être, est-ce qu'il peut y avoir aussi un risque réputationnel, même si on voit
voit que on a un peu vite oublié qu'Elon Musk était le bras armé de Donald Trump à un moment politique. Ça n'a pas empêché les gens de revenir, de le remettre un peu dans leur... Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a déjà vécu des situations où il était avec une image bien pire que celle dans laquelle il est aujourd'hui. Il arrive à s'en sortir. Il a aussi une base de fans très importante, même en Europe. Alors, elle n'est pas très importante, mais elle est très active en Europe. Et puis, après tout, c'est un innovateur. Ouais. Et c'est un innovateur de génie. On peut tout dire de Musk. Effectivement, il a des positions politiques qui sont détestable. Il a aussi une manière de faire qui est très cavalière, cow-boy, mais en même temps, c'est le plus grand innovateur. C'est le plus grand innovateur. Tesla, ça marche. Neuralink, on va attendre de voir. C'est la réalité. Enfin, on voit que ça Starlink. Et puis il y a toujours, moi, ce que je trouve incroyable chez lui, c'est qu'il a toujours ce deuxième coup. Il sort les batteries. Il a toujours un coup d'avance. Il sort les fusées, et puis derrière c'est Starlink. Neuralink, on peut imaginer que derrière il va avoir autre chose. Enfin voilà. X, pareil. Et X, il cherche un pouvoir dans les médias. On voit aujourd'hui que oui, derrière ça va être son IA qui va essayer de pousser. Même si elle est un peu moins puissante que les autres, on voit qu'il a toujours une deuxième couche qui est prête, un peu comme les armées napoléoniennes. Là. Il y a le premier bataillon qui en prend plein la figure, et puis le temps qu'on recharge, mais il y a le deuxième bataillon qui arrive, et puis qui lui dessoude les autres. Je voudrais qu'on revienne aussi sur ce sujet, on va rester avec l'Union européenne, qui place ses espoirs. Alors on revient aussi par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure dans la première demi-heure de cette émission. L'Union européenne qui place ses espoirs dans la start-up italienne Domine, pour créer un modèle d'IA open source. Alors, c'est 24 langues, c'est 400 milliards de paramètres. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que c'est tant mieux pour l'Europe, mais est-ce que... Je crois que Mistral avait postulé. C'est un deuxième Mistral. En fait. Ouais, c'est un deuxième Mistral. Mais dans ce sens, à quoi on joue là? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est encore en train de regarder la bataille avec un rétroviseur. On est en train de regarder la bataille qu'on aurait dû mener il y a 10 ans. On a 10 ans de retard. Arrêtons d'essayer de rattraper notre retard. Là où on peut dire quand même que c'est plutôt une bonne chose et une bonne nouvelle, c'est qu'il va arriver un moment où il va y avoir une commoditisation des modèles d'IA. Tous les modèles vont plus ou moins, pour le grand public, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, se valoir. Et donc, c'est bien d'avoir des modèles, même si ce ne sont pas les plus puissants, qui sont 100% souverains. C'est le cas de Mistral. Et c'est bien aussi qu'on en ait d'autres. C'est bien qu'il y ait de la concurrence européenne parce que c'est comme ça qu'on crée un écosystème. On n'affaiblit pas un peu? Non, au contraire. Je pense que la stratégie qui consiste à tout mettre dans un même panier est catastrophique. Il faut créer de l'émulation, il faut créer de la concurrence. Donc ça, c'est plutôt un bon signal. Après, que ça ne masque pas les enjeux de demain. Les enjeux de demain, c'est l'orchestration. Les enjeux de demain, ce sont les applications. Les enjeux de demain, c'est l'énergie. Les enjeux de demain, ce sont les technologies émergentes, dont le quantique, par exemple. Donc, et sur lequel on n'est pas trop mal placé en plus. On est en énergétique et en quantique. Pour rebondir là-dessus, c'est que ce qui est intéressant avec cette société, c'est que c'est pas que un LLM. Ils ont aussi une gouvernance. Ils ont Colosseum, qui est une infra de calcul que voudrait avoir, comme le propose aussi Mistral. Donc, il y a une volonté de faire. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que l'Europe essaye de se donner un projet. Parce que c'est pas juste de sauter sur la chaise en disant il faut un LLM, il faut une IA. Là, ils ont essayé de se donner un projet qui est, il faut une infra, il faut un outil qui nous permette de dialoguer dans les 24 langues. Bref, l'Europe n'a jamais été aussi bonne que lorsqu'elle se donne un vrai objectif et qu'elle se dit on y va. Après, c'est peut-être pas les meilleurs. Des fois, ça a très bien marché. Airbus, dans d'autres cas, non. Mais on est bon quand on se donne un objectif et on est des ingénieurs. Et derrière, on déroule. Mais pourquoi on embarque juste... pourquoi on n'embarque pas aussi Mistral, tu vois, c'est qu'on prend une start-up italienne et on se dit... On n'est pas dans les secrets des dieux, ni des appels d'offres et autres évaluations. Est-ce que Mistral, qui d'ailleurs, soit dit en passant, est aujourd'hui quand même plutôt bien placé d'un point de vue français et européen, comme pas mal poussé d'un point de vue politique aussi. Et Mistral qui prend des positions aujourd'hui sur tout ce qui est notamment défense. Donc, il y a certainement une volonté. Il n'y a pas que Mistral, et tant mieux. Je veux dire, c'est très bien qu'il y ait d'autres acteurs. Comme tu le disais, on va pas, Donc, on va pas avoir tous les mêmes acteurs mettre ces gens dans le même panier. Donc, c'est très bien. Et ce que je trouve intéressant, c'est ça. C'est le fait de se dire, il n'y a pas uniquement une volonté défensive ici. Il y a une volonté de se donner une ambition. Parce que ça va donner avec un acteur européen, tant mieux, et qui permet quand même de développer des choses. Moi, je trouve que c'est pas mal. Je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est un peu rafraîchissant. Ça ouvre plutôt la fenêtre à quelque chose qui est différent de uniquement on est en défensif.
Bruno, est-ce que ça te convainc de rejoindre l'Europe avec tout ton pays, avec tous tes compatriotes? Moi, je vais rester derrière le courrier canadien. Mais j'étais surpris de voir cette annonce-là parce que moi, je les connaissais sous le nom de l'an dernier. Il s'appelait encore Igenius. Igenius, ouais. C'est ça. Pourquoi je cherchais le nom. Ouais. Oui, puis ils avaient lancé, un super ordinateur IA. Je l'ai trouvé intéressant, mais je voyais Mistral qui prenait toute la place en Europe. Alors, j'ai trouvé ça, c'est une bonne nouvelle de voir qu'il y a un Italien qui arrive dans le décor. Mais ce que je trouve le plus intéressant, suite à la discussion qu'on a eue ce soir, c'est que, pour les mêmes raisons, Frédéric, que tu disais, ce serait bien si Anthropic vient s'installer en Europe pour stimuler les troupes, de voir un joueur comme Deming qui vient prendre de la place devant, on voit qu'il n'y a pas que Mistral. Oui. Et là, il y a comme une synergie qui va se créer. Moi, je trouve que c'est sain pour l'Europe, ça. Est-ce que le vainqueur, c'est pas un peu... le vainqueur, celui qui ressort de tout ça, c'est l'open source? Si, en fait, oui. Juste pour compléter un point, cette stratégie qui consiste à avoir des acteurs moyens, parce que Mistral est un acteur moyen, Domine est un acteur moyen, c'est en fait la stratégie chinoise. David Bavrez, qui est aujourd'hui un investisseur qui vit en Chine et à Hong Kong pour être plus précis, et qui parle de la loi de Pareto au carré, qui est très simple. La loi de Pareto, c'est utiliser 20% de tes ressources pour atteindre 80% des résultats. D'accord ? Et donc, la loi de Pareto au carré, c'est utiliser 20% de 20%, autrement dit 4%, pour atteindre 80% de 80%, c'est-à-dire 64%. Et donc, en faisant ça, on a besoin de très peu de capitaux, mais on n'atteint pas forcément le meilleur modèle, on atteint la moyenne que le grand public va pouvoir atteindre. Et c'est un peu cette stratégie, parce que comme on a du retard, il nous faut quand même une souveraineté sur les usages moyens, mais mettre le poids du corps, mettre le paquet sur d'autres briques. Où là, on va être les meilleurs. Mais pas essayer d'être les meilleurs là où on a 10 ans de retard. C'est le principe, je l'ai rapidement cité tout à l'heure, c'est le Tech Sovereign Package européen qui indique tout un ensemble ils ont regardé toutes les couches IA en disant quels sont les choix européens qui peuvent se présenter à des entreprises, à des administrations. Et donc, Et puis ça répond à ta question de tout à l'heure, Fred, qui était est-ce qu'on a vraiment besoin d'un ChatGPT 5.6, un Fable 5 ou autre, comme le disait Michel il y a quelques instants. On est dans cette frénésie aujourd'hui parce qu'on est un peu comme les lapins dans les phares de la bagnole. On se dit waouh, il faut pas rater le truc. Mais au final, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Quand je dis on, c'est les entreprises, certaines entreprises, certains milieux. Et ils n'ont pas forcément besoin de ça. Ils ont avant tout besoin d'un modèle qui fonctionne à la hauteur de leurs usages et de ce qu'ils attendent de faire. Donc là, on voit émerger des acteurs qui finalement, comme tu le disais, sont des acteurs moyens mais de bonne facture et qui finalement peuvent très bien faire le job. Et qui vont répondre à cette question peut-être de la souveraineté ou autre. Donc le jeu est vraiment intéressant et il s'ouvre vraiment de manière assez intéressante, surtout par rapport à ce qu'on disait, surtout si les Américains ont tendance à brider leurs propres champions. Ah oui. Alors on va continuer à parler de souveraineté, mais on va parler de souveraineté coréenne, enfin Coréenne du Sud, vous l'avez compris. La Corée du Sud qui présente son plan colossal d'investissement dans les semi-conducteurs avancés, les data centers pour l'IA. C'est un plan à plus de 1000 milliards d'euros sur 10 ans. Le président coréen l'a dit, la vitesse c'est la seule voie de survie. On l'a bien compris aujourd'hui avec cette innovation galopante. Bon, on pourrait revenir dans les détails. Alors c'est Samsung et SK Hynix qui sont dans le deal évidemment. Alors, au début, on pensait comme ce sont deux des gros producteurs de puces mémoire que ça allait se concentrer sur les puces mémoire. Puis on voit que non, c'est beaucoup plus global. Ce sont des centres de calcul, ce sont des data centers, ce sont évidemment des centres de production. On va écouter quelques détails de ces investissements qui a été présenté en grande pompe ce matin. Et puis on revient pour en parler juste après. Nous allons faire de la région du Sud-Ouest un deuxième pôle de production de semi-conducteurs. Nous allons construire 4 usines de puces grâce à des investissements s'élevant à 454 milliards d'euros. D'ici 2035, un centre de données dédié à l'IA d'une puissance de 10 gigawatts sera construit en Corée du Sud pour un investissement total dépassant les 18,4 gigawatts et s'élevant à 568 milliards d'euros.
Bruno, je démarre avec toi. Voilà, la Corée du Sud qui veut peser aussi, évidemment. Ils ont leur géant. Samsung, c'est celui que l'on cite le plus souvent, mais évidemment, ils ont SK Hynix, ils en ont beaucoup d'autres. Puis même les industriels comme Hyundai sont aussi présents dans tous ces domaines. Ils ont le groupe LG. Enfin, vraiment, ils ont ces immenses conglomérats. C'est une nation profondément technologique. Il faut rappeler que la Corée du Sud, quand même, géographiquement, ils n'ont que des ennemis autour d'eux. Oui, c'est clair. Entre la Corée du Nord, la Chine, le Japon, où ils s'entendent moyennement, et puis l'Asie du Sud-Est. Voilà. Et le moyen qu'ils ont trouvé pour se défendre, c'est le. Et c'est les États-Unis quand même qui les soutiennent. Donc c'est une clé d'entrée pour les Américains. Bruno, comment tu vois un peu ces investissements? Évidemment, c'était la chose à faire. Hein. Ils n'avaient pas le choix, c'était le chemin à prendre. Là, ce qui restait à savoir, c'était la hauteur des sommes qui allaient être investies. Donc, c'est du sérieux, c'est du lourd. Mais vous vous souviendrez, hein, il y a 3-4 semaines, il y avait eu le conflit de travail qui s'est soldé par... Chez Samsung, oui. Oui, une cagnotte assez importante qui était offerte aux travailleurs. Et à ce moment-là, il y avait le gouvernement qui avait dit, si vous ne réglez pas le problème, nous, on va intervenir. Parce que l'avenir de l'économie du pays passe par ces entreprises-là, ces travailleurs-là, aussi accessoirement. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que le gouvernement était très sérieux par rapport à l'économie qui est en place et conscient que s'ils n'investissaient pas et s'ils ne se mettaient pas à jour dans ce domaine-là, ils allaient perdre leur place et justement les ennemis tout autour d'eux, ils allaient prendre le marché. Alors évidemment, ils devaient aller devant et je suis content pour eux de voir la somme qui va être investie, autant du gouvernement que de l'autre côté de Samsung. Hein. Oui, c'est ça. Samsung va investir 648 milliards pour capitaliser donc sur l'explosion de l'IA. Donc SK Hynix est dans le sujet. Et c'est vrai que tu le rappelais il y a quelques semaines, dans ces deux entreprises, notamment, elles sont tous les deux elles font un chassé-croisé pour la plus grosse valorisation aux alentours des 1000 milliards, voilà, selon les jours. De temps en temps, c'est l'un qui est devant l'autre. Et justement, les collaborateurs, les 70 000 collaborateurs de Samsung en Corée Corée du Sud, voulaient, non, ça a été plus compliqué, voulaient un peu toucher les fruits de tout cela. Ils ont menacé d'une grève et voilà, ça s'est négocié. Enfin, c'est monté très loin parce que là, on jouait sur l'économie du pays. La Corée, on doit aussi compter sur eux, surtout un acteur comme Samsung qui est présent sur toute la chaîne de valeur. Alors, la Corée, c'est un acteur qui a depuis longtemps misé plutôt sur le matériel, l'infrastructure. Un peu moins d'ailleurs, j'étais il n'y a pas si longtemps en Corée, on voit un peu moins de la technologie comme on la voyait dans les années 2000 comme étant à la pointe dans les rues coréennes. C'est moins le cas aujourd'hui. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que 1000 milliards, en fait, c'est ce que dépensent quasiment les Américains, non pas en 10 ans, mais en un an. Non, oui, c'est ça. Donc l'échelle... Ils ont lancé 700 milliards. Oui, c'est ça. Donc l'échelle est pas du tout la même. En revanche, ils ont mis le poids du corps là où ils sont forts, c'est-à-dire les infrastructures, les puces. Donc, si jamais on devait s'inspirer un peu de cette stratégie, c'est de dire, 1, mettons les moyens, 2, ne les mettons pas là où nous sommes en retard, mettons-les là où nous sommes très forts. Encore une fois, l'énergie, probablement le nucléaire, le quantique, peut-être le quantique, et les applications au-dessus de modèles open source. Parce que là, on est très fort dans toute cette couche. Alors chez Nvidia, on appelle ça CUDA, là, c'est toute la et nous, on est plutôt fort dans ces couches de développement et toutes ces boîtes à outils de développement. C'est vrai qu'on a toujours été, et que ce soit nous en tant que Français ici en France, mais aussi nos ingénieurs français qui sont hyper bons. Enfin, c'est une bonne formation en mathématiques. Voilà, c'est pour ça qu'ils mènent aussi des grandes équipes. Enfin, ils dirigent de grandes équipes, ces Français chez les acteurs américains. Damien. Oui, après, comme disait Michel, ce qui est intéressant, moi je me rappelle quand j'étais en cours d'histoire géo, il y a longtemps maintenant, on est d'accord, on me parlait quand même de la Corée comme un pays qui était émergent, qui était un pays en voie de développement. Quand on voit ce que c'est devenu aujourd'hui, pourquoi ? Parce qu'il y a eu une volonté à un moment de dire on prend sérieusement ça et on développe des chaebols, donc leur conglomérat, et on investit justement sur ce qui va faire notre force d'un point de vue électronique. Je crois qu'en taille, c'est à peu près notre nombre d'habitants, non ? Il doit être à 60 millions d'habitants, je crois, la Corée. Un peu moins, si mes souvenirs sont bons. Mais très clairement, avec cette volonté de se dire on a une stratégie industrielle forte pour
préparer le futur et arriver à émerger, ce qui donne aujourd'hui des Samsung, des LG, des SK Hynix, etc. Donc c'est extrêmement intéressant de se dire que ce pays-là a eu cette volonté culturelle, cette volonté industrielle de s'en sortir, pas en voyant le futur et en misant sur le futur. Ça a marché. Donc le fait de les entendre dire, maintenant on met 1000 milliards sur la table et on recommence le truc, avec cette culture-là, de se dire on s'en est sorti une fois et ça a marché, donc on va y repartir, c'est des gens sérieux. C'est des gens qui ont pensé ça et ils y vont sérieusement. Donc je trouve que c'est un vrai signal intéressant, comme tu le disais Michel, de se dire que c'est des gens qui ont une vraie vision et qui courent pas après leur passé, qui courent après leur futur avenir, si je peux dire. Et Bruno, c'est peut-être un message aussi envoyé, un message à 1000 milliards, ça fait cher le SMS, mais c'est un message aussi envoyé aux Américains en disant regardez, les gars, battez-vous avec les Chinois, ayez vos propres. Mais nous, on est bien là aussi, et on vous le prouve en mettant 1000 milliards, même si c'est sur 10 ans, comme le dit Michel. Et en passant, j'ai beaucoup aimé la lecture de Michel parce que c'est tout à fait ça. Mais c'est effectivement, je suis pas sûr que Washington a apprécié cette annonce de la Corée du Sud parce qu'ils sont en train de leur envoyer le message ou le SMS qu'ils n'ont pas vraiment besoin d'eux. Et autant avec les décisions de l'administration Trump des dernières semaines qu'encore hier et avec l'actualité sud-coréenne, les Américains, à un moment donné, il va falloir qu'ils se rendent compte qu'ils sont vraiment en train de creuser leur trou parce qu'ils sont en train, et je parle même pas au niveau politique, là, mais au niveau des associations industrielles, économiques, il y a énormément de partenaires qui étaient naturels, qui étaient là, qui faisaient le business avec eux depuis longtemps. Ils sont en train de les laisser tomber un après l'autre. Alors, à un moment donné, il y a sûrement quelqu'un qui va se rendre compte de la réalité, là. Mais je ne sais pas comment ils vont se sortir de là. Michel, en fait, si on ramène au nombre d'habitants, je fais un rapide calcul, ça fait $20 000 par habitant et par mois investi dans l'IA. Donc $20 000 par habitant, si on le ramène à l'échelle européenne, si mes calculs sont bons, on en reviendrait à un programme qui est 10 fois supérieur, c'est-à-dire un programme équivalent au programme américain. Donc, ils ont adopté le rythme d'investissement des Américains à leur échelle. Et nous, on est 10 fois en dessous. Et puis j'ai bien vu ce que tu disais, en capitalisant sur leur force. En capitalisant sur leur force. Ouais. Donc imaginez un instant qu'on fasse le même bond en capitalisant sur nos forces. Après, le fait est qu'effectivement, ils ont quand même un acteur comme Samsung qui est pionnier, ou au moins qui a une position de force sur les mémoires HBM, donc les mémoires dédiées à tout ce qui est IA, qui aujourd'hui, quand on voit la flambée des prix de la RAM, parce que justement aujourd'hui c'est la production de la RAM IA. Tous les gros industriels, je parlais du groupe LG, mais voilà, oui, bien sûr. Hyundai. Donc il y a quand même, aujourd'hui ils ont une position en termes d'infrastructure, on va dire, de technologies d'infra qui sont proposées, qui sont non négligeables, et qui se font un contrepoids avec un éventuel, on va dire, la Chine qui pourrait se fâcher. Donc il y a véritablement, enfin Taïwan, etc. Donc il y a véritablement de leur volonté, une volonté géopolitique aussi de se positionner là-dessus, en jouant le rôle de, on pourrait être notre partenaire. Donc quelque chose qui se joue. On essaiera, tiens, je vais en parler avec François Sorel. Ce serait bien de faire un jour un peu un spécial Corée du Sud. Tu veux partir là-bas, c'est ça aussi, tu le connais tous. Mais allons-y. On sait qu'à Taipei, il y a le grand... Ah non, Taipei, c'est Taïwan. Non, c'est pas aussi à Taïwan. C'est très intéressant. À Séoul. À Séoul et à Busan aussi. Moi, j'étais allé à Busan sur la côte, là, qui est un peu le Marseille coréen, où il y avait de grandes infrastructures aussi alors pas l'intelligence artificielle, mais dans le numérique. Merci à tous les trois. Damien Douani, responsable de l'innovation de l'école narrative et fondateur de Topos. Michel Lévy-Provençal, prospectiviste, fondateur de TEDx Paris, de l'agence Brightness et donc de Capten, de QAPTEN. Voilà, et allez-y, voilà, si vous voulez une IA que l'on peut utiliser. Et puis bravo pour cette levée de fonds. Et Bruno Guglielminetti, qu'on retrouve toujours avec grand plaisir, journaliste animateur de mon carnet de l'actualité numérique. Allez-y, abonnez-vous, lisez toutes ces news. Voilà, comme ça on reste toujours dans cette actualité. Allez, on marque une courte pause. La Tech Flash dans un instant avec Léa Benaïm. On parlera de Nebius. Tiens, Nebius qui a investi 8 milliards d'euros pour un centre de calcul à Béthune, dans le nord de la France. Et puis, dans le nord de la France, oui. Et puis Sita, c'est cette agence qu'on utilise tous quelque part quand on prend l'avion, quand on passe par les aéroports. Eh bien, on va parler de comment retrouver des bagages avec eux. Vous allez voir, ça peut coûter très cher. Mais moins avec l'IA. Allez, à tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash.
Allez, on est reparti pour une demi-heure dans Tech & Co avec tout ce qu'il faut savoir de l'actualité tech de la journée avec Léa Benaïm, journaliste BFM Business. Bonsoir Léa. Bonsoir Fred et bonsoir à tous. À la une, la Corée du Sud dégaine son plan XXL dans l'IA avec un investissement sans précédent, 1000 milliards d'euros sur 10 ans, soit l'équivalent des 2/3 de son PIB, avec au programme plusieurs centres de données, mais aussi la construction de 4 usines de semi-conducteurs qui seront exploitées par les 2 géants nationaux, Samsung et SK Hynix, qui eux aussi ont investi dans ce projet. Également, dans l'actualité, la Chine prend la tête de la course au supercalculateur. Pour la première fois en 10 ans, une machine chinoise occupe la première place du classement. Elle dépasse ainsi celle des États-Unis, qui est reléguée à la seconde place, mais aussi Jupiter, le supercalculateur européen, qui passe lui de la 4e à la 5e place. Et puis Léa, Starlink hausse le ton face à l'Union européenne. Et oui, l'entreprise d'Elon Musk se dit prête à se battre contre le projet de loi de Bruxelles qui prévoit de réserver les 2/3 des fréquences satellitaires aux opérateurs européens. Et le dossier prend aussi une tournure diplomatique. Selon Washington, si Starlink est écarté, les acteurs européens pourraient perdre en retour leur accès au marché américain. Et puis alors que les prix de la RAM continuent d'exploser, Apple cherche une porte de sortie. L'entreprise aurait demandé à Washington une dérogation pour pouvoir se fournir auprès d'un fabricant chinois. Sauf que problème, ce dernier figure sur la liste noire du Pentagone. Une grave erreur selon le Congrès qui accuse ainsi Apple de vouloir aider Pékin à dominer les chaînes d'approvisionnement. Et enfin, c'est une première en Europe. BYD vend désormais plus de voitures que Citroën, Fiat, Mini ou encore Tesla. Sa part de marché vient de passer de 9 à presque 11% en un mois seulement, ce qui veut dire que plus d'une voiture sur 10 vendue en Europe est une voiture chinoise. Une vraie performance pour une marque qui est pénalisée par des frais de douane et qui ne bénéficie pas de l'accès aux bonus écologique. Et enfin, Snap a dévoilé la semaine dernière ses nouvelles lunettes connectées et on en parle dans De quoi je me mêle, votre rendez-vous tech en compagnie de François Sorel. Une émission à retrouver en replay sur la chaîne YouTube de BFM Tech et en podcast sur toutes les plateformes. Et on écoute tout de suite un extrait. Elles arrivent d'abord aux États-Unis, ensuite elles arriveront en Europe à la rentrée. Oui. Donc ce sont les specs. Les specs, on a vu beaucoup circuler les prototypes, les premières versions. C'est assez logique finalement. Snap a une expertise en réalité augmentée. Ils l'ont appliqué à un produit et ça donne ces lunettes assez classiques. Mais dessus, on va avoir des petits verres et on va reproduire un écran de 24 pouces. Donc voilà, c'est un écran assez confort. Et si on veut tirer un petit peu plus, on peut arriver jusqu'à 105 pouces pour avoir un écran de type télé. Certainement, on perdra en qualité. Donc c'est quand même des lunettes assez révolutionnaires dans ce style-là parce qu'elles fonctionnent en totale autonomie. Elles ne sont pas reliées à un smartphone comme ça peut être le cas pour les Meta. Ouais. Elles sont un peu plus, elles sont un peu plus volumineuses, logiquement, massives, parce qu'il faut quand même caler les verres pour pouvoir projeter dessus des images. Le prix aussi, il est volumineux. On est sur 2300 €. Ah oui. Voilà, il faut parfois payer les premières technologies. La moitié du prix d'un Apple Vision Pro. Oui, pas cher. oui, avec ça reste de l'informatique spatiale, ça reste un peu cher, mais ce sont les premiers modèles. Et c'est vrai qu'on n'attendait pas forcément Snap dans cette catégorie-là. Voilà, de quoi je me mêle, retrouver François Sorel, que vous retrouverez ici même, ce post, ce sera mercredi soir. Et puis de quoi je me mêle, évidemment, chaque week-end sur BFM Business. Allez, tout de suite, on va parler data center avec notre invité. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Nebius, ce nom ne vous dit peut-être rien si vous ne suivez pas l'actualité tech chaque jour, mais sinon, eh bien, il y aura bientôt un data center, premier data center dédié à l'IA en Europe. Ce sera à Béthune, dans le nord de la France. Et on va en parler avec Mathieu Bienvenu. Bonsoir. Bonsoir. Mathieu, vous êtes directeur du développement commercial international chez Nebius. Si je fais très rapidement ce que vous avez annoncé à Vivatech, donc projet de data center géant à Béthune, 240 mégawatts, plus de 8 milliards d'euros d'investissement, un partenariat avec Amilabs, la start-up de Yann Lequin, on va en reparler aussi, la mise en place d'un accélérateur Physical AI Living Lab pour un programme d'accélération pour les startups européennes, britanniques, et puis je crois qu'il y a l'entrée à l'indice Nasdaq 100. Alors, parlons déjà de cet investissement massif en France. Alors, Nebius nous dire aussi un petit peu, parce que
à la fois Pays-Bas, et puis puis acteur global évidemment. Tout à fait. Nebius, c'est un acteur qui a été créé il y a un peu moins de 2 ans. On va fêter nos 2 ans en juillet. En effet, le siège est à Amsterdam, qui se déploie au niveau global. On a des équipes sur tous les continents, qui est coté au Nasdaq. En effet, et qui est un acteur donc, qui fournit des infrastructures dédiées à l'IA. Contrairement aux autres clouds qui seront parfois généralistes, qui vont faire plein de cas d'usage, nous, on ne fait que les charges de travail liées à l'intelligence artificielle. Le but, donc, à Béthune, c'est sur le site de l'ancienne usine Bridgestone. Tout à fait. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est, entre guillemets, un peu plus facile de s'installer sur des friches industrielles que de chercher encore des endroits à recréer. Et puis, voilà, il faut faire venir l'énergie aussi derrière. Exactement. Donc, le but, centre de calcul IA, c'est c'est avoir les murs, la clim pour tout ça, l'énergie qui arrive, et dedans, des serveurs avec c'est du NVIDIA qui va être... En effet, NVIDIA, c'est un énorme partenaire avec qui on travaille pour tous ces data centers. Ils ont investi d'ailleurs, je crois. Ils sont investisseurs. Ils ont investisseurs dans Nebius. Je me souviens de Jensen Huang qui... 2 milliards de dollars, voilà, si mes souvenirs sont bons. C'est exactement Juste ça. pour une précision, d'ailleurs, vous disiez le premier, c'est pas le premier. On a déjà un site qu'on opère en Ile-de-France avec Equinix notamment. Donc là, c'est le deuxième et qui sera beaucoup plus important. Equinix, là, on est sur 10 MW. Là, on sera à terme sur 240 MW. Donc, c'est vraiment une échelle supérieure. Et ce sera pareil avec un partenaire comme Equinix ou là, ce sera plutôt en propre où il y a toujours un partenaire. On sera plus en propre en tout cas. D'accord. Mais en effet, c'est un site qui est notamment co-développé avec Azure Data Center, avec qui on travaille. Mais là, ça sera un site en effet que nous, on va opérer directement. Donc, on va commencer les premières, c'est en plusieurs tranches. La première tranche sera mise en production cette année, là, en fin d'année. Et on pense finir l'année prochaine, donc fin 2027. Ça va à terme jusqu'à 240 MW. Et avec derrière, vous avez déjà un plan de charge qui est établi avec des clients qui se sont déjà manifestés pour dire nous on va passer. On reviendra dans un instant sur le partenariat avec Amilabs, mais voilà, il y a déjà des Mistral, on parlait tout à l'heure de Nîmes, là, une start-up italienne. Voilà, on a Aleph Alpha en Allemagne. Voilà, est-ce qu'il y a déjà plusieurs start-up ou plusieurs grandes entreprises qui sont manifestées auprès de Nebius? Ils se manifestent auprès de nous, on se manifeste auprès d'eux. Et en effet, nous, l'objectif, c'est de maximiser l'utilisation de ces infrastructures. Aujourd'hui, il y a une vraie demande sur le marché. Enfin, c'est vrai en France, et en Europe et dans le monde. Ces projets-là sont très demandés, très sollicités. Il y a presque une demande qui est supérieure à l'offre. Et en effet, on se met aujourd'hui en ordre de marche pour accueillir le plus d'acteurs dès l'ouverture. Pourquoi Béthune? Pourquoi la France? Vous disiez tout à l'heure, côté au Nasdaq, mais le siège aux Pays-Bas. Oui, plus au nord aussi, il y a des sites, j'imagine, qui peuvent être intéressants pour vous. Pourquoi là, Béthune en particulier? En effet, en Europe, on opère déjà plusieurs sites. Je pense à la Finlande, je pense à l'Angleterre. Donc il y a vraiment déjà une vraie présence. La France, pour nous, c'est un marché qui est stratégique. Déjà parce qu'on veut être au plus près de nos clients. Et forcément, il y a un écosystème IA qui est vibrant en France. On le voit bien. Ça, c'est important, vous sentez auprès des clients, ils aiment bien, alors pas le voir ils ouvrent leur fenêtre, voir leur data center, mais savoir qu'il est sur le territoire, savoir qu'il est, qu'il est un peu plus proche, parce que alors dans certains domaines, dans la finance, tout ça, c'est très important d'être pas loin de la fibre, d'être pas loin des centres de calcul et des data centers. Mais vous pensez que là, il y a un vrai besoin des entreprises françaises, ou en tout cas dans le nord de l'Europe, d'avoir. Alors en effet, je pense que déjà être un acteur européen, ça tend à rassurer. En effet, quand on a des infrastructures locales, ça augmente cette confiance-là. Ça, pour les entreprises, mais même après pour les utilisateurs. Vous savez, dans l'IA, il y a l'entraînement de modèles en amont, et en aval, il y a l'inférence. Pour l'inférence, être proche des users, des utilisateurs, c'est important pour que la latence soit la plus faible possible. Donc c'est pour ça que nous, pour l'entraînement comme pour l'inférence, on veut avoir des infras au plus proche de nos clients et de leurs utilisateurs. Et donc dans la première tranche, ça y est, vous avez déjà un bon cahier des charges, qui est prévu avec certains clients. Tout à fait. Et alors, on parlait, donc, je le disais, lors de Vivatech, projet de data center géant à Béthune, donc là, on vient d'en parler. Autre annonce pendant Vivatech, c'est ce partenariat avec Amilabs, donc cette start-up qu'on connaît bien de Yann Lequin. Alexandre Lebrun, d'ailleurs, vous pouvez le retrouver, qui est le bras droit de Yann Lequin sur ce projet qui était au micro de François Sorel. Vous le retrouvez en replay ou en podcast, c'était lors de Vivatech. Qu'est-ce qu'ils viennent faire chez vous, Amilabs? Nous, comme je vous disais, on est un acteur européen, on est fiers d'être européen et on veut renforcer cet écosystème IA en Europe. Et donc, le but, c'est pas d'avoir des infrastructures qui soient utilisées que par les étrangers, par les Américains ou d'autres. Donc, nous, on veut vraiment le mettre à disposition au plus
le plus possible des startups et de l'écosystème IA européen au maximum. Donc on est très fiers en effet de leur confiance qu'ils nous font. Donc, c'est-à-dire, comment ça se passe? Ils signent avec vous un contrat en disant, voilà, nous, dans un premier temps, on aura besoin de telle puissance. Alors, aujourd'hui, on parle de puissance énergétique en mégawattheure, c'est ça. Et ils nous disent, voilà, on aura besoin, je sais pas, de 2, 3, 4 mégawattheures. Et voilà, vous dites, voilà, à partir de telle date, ce sera opérationnel. Alors, avec nos clients, on a des contrats sur la puissance de calcul, donc quel type de serveur, la quantité de serveurs qu'on a à disposition, le stockage, le réseau, tous ces éléments-là, qu'on trouve dans le cloud plus traditionnel. Et en effet, on a sur une durée particulière, sur un volume particulier, un engagement financier. On met, c'est ce qu'on fait classiquement avec tous nos clients, Amilabs entre autres. Tiens, d'ailleurs, comment c'est quoi les indicateurs pour eux de se dire qu'ils sont satisfaits de leur partenaire de calcul IA? Comment ils vont? Alors évidemment, c'est à eux aussi d'éprouver leur logiciel et d'avoir les logiciels les plus performants, mais comment ils vont voir? Alors certes, l'énergie on espère à 100%, mais on dit toujours 99,999%. Mais c'est quoi l'indicateur, voilà, d'un Amilabs qui va venir voir pour dire tiens, ça marche bien avec eux? En effet, c'est plus à eux qu'il faut demander pourquoi et comment ils choisissent leurs fournisseurs. Nous, ce qu'on voit de manière globale, c'est que dans l'IA, il y a une vraie difficulté, par exemple, à ce que les clusters, donc les centres de données, les applications, soient toujours opérationnels. Qu'on n'opère pas un cluster IA comme on opère une application web classique. Le pourcentage d'utilisation est parfois très contraint, parce que parfois les clusters vont avoir des fragilités, des faiblesses. Et donc ce que eux, notamment, j'imagine, vont mesurer, en tout cas nos clients, c'est ce qu'ils mesurent, c'est sur un mois donné, sur une semaine donnée, quel est le temps où je peux vraiment l'utiliser, le temps où il est en maintenance, si vous voulez. Donc nous, c'est pour ça que, au-delà de fournir vous parlez de Nvidia, des personnes qui peuvent fournir des puces Nvidia, il y en a un paquet. On en voit d'ailleurs même dans le Nord. J'étais avec Datafor l'autre jour. On entend évidemment, il y a les investissements qui vont arriver. Alors, la tranche sera 40 milliards dans le nord de la France avec SoftBank qui l'a annoncé lors de Show France. Voilà. Mais nous, au-dessus de ces serveurs-là, on met toute une couche logicielle pour maximiser le temps où nos clients peuvent l'utiliser. Et c'est ça qu'ils vont chercher finalement. Toutes les startups, elles ont autre chose à faire de leur semaine finalement que d'aller réparer ces choses-là, l'infrastructure. L'infrastructure, c'est un vrai métier, c'est fait par des spécialistes et on a la chance en effet dans nos équipes de compter plein de spécialistes qui font ça depuis parfois des décennies. Il y a aussi, je parlais de l'accélérateur Physical AI Living Lab, donc c'est un programme d'accélération. Vous accompagnez des startups, vous mettez le pied à l'étrier des startups en disant écoutez, nous, voilà, on a un programme avec vous et puis quand vous grossirez, on espère que vous continuerez à. En effet, on investit beaucoup, notamment via la distribution de crédit pour les startups. Donc, on a Nvidia, par exemple, a un partenariat, un incubateur de startups qu'on va sponsoriser. On a nous-mêmes un programme de startups. Donc, toutes les startups qui nous regardent peuvent demain postuler pour avoir droit à des crédits d'IA sur Nebus. Et là, on est sur les clients que vous avez, on est plutôt sur la partie inférence. Non, c'est ce qui se développe surtout. Enfin, si on veut vraiment faire tourner ces centres de calcul IA, c'est vraiment sur l'inférence. Et là, ce qu'on constate, c'est très clair. Le début a quand même été beaucoup autour de l'entraînement de modèles. Très gourmand en ressources, et en effet la part d'inférence, donc l'inférence pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, c'est vraiment l'utilisation par les utilisateurs finaux, augmente de manière drastique, de manière importante. Et oui, je pense qu'à terme, aujourd'hui j'ai pas les pourcentages exacts chez nous, mais à terme, ça sera de loin le premier cas d'usage, l'inférence, l'utilisation par des modèles par les users. Et un dernier mot, Mathieu, bienvenue avec Nebus. Vous êtes entré au Nasdaq 100. C'est quoi l'intérêt? C'est de se montrer, c'est montrer que, alors évidemment, ça permet d'avoir les fonds parce que vous êtes en bourse, mais voilà, c'est de montrer, on est un acteur qui compte aujourd'hui, c'est sur la scène internationale. Alors, sauf faire de ma part, c'est pas nous qui avons choisi, c'est le Nasdaq qui lui choisit nos délires. C'est vrai. Comme étant l'une des entreprises cibles clés. Et en effet, ils nous ont estimé qu'on était l'un des acteurs importants dans ce domaine-là, sur lequel il fallait compter. Et on est ravis de ça. Et vous jouez dernière action, vous jouez un peu sur cette carte souveraineté européenne, beaucoup. Enfin, vous sentez que c'est important de jouer cette carte-là, en disant voilà, même si vous avez effectivement des fonds américains, vous êtes le siège est aux Pays-Bas. On voit les sites que vous développez en Europe, dont celui de Béthune. On voit bien en tout cas que nos clients, c'est ce qu'ils nous disent, que pouvoir avoir une sorte de contrôle sur avec qui on travaille, s'assurer que demain les ressources vont pas être coupées du jour au lendemain parce que un législateur étranger va le décider, c'est rassurant. Et en effet, je pense qu'être basé à Amsterdam, siège à Amsterdam, nos équipes, toute la R&D est en Europe, ça rassure beaucoup de clients européens ou de prospects européens. Eh bien, merci Mathieu, bienvenue d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur du développement commercial international chez Nebus et
évidemment, on va suivre votre entreprise et ce développement de sites notamment. Habitude, merci d'être passé par Tech & Co pour venir nous en parler. Allez, tout de suite, on marque une courte pause et on se retrouve avec la rédaction de BFM Tech. Tech & Co, la quotidienne. La chronique BFM Tech. Avec Salomé Ferrari. Bonsoir Salomé. Bonsoir. Alors, journaliste de BFM Tech, et on va parler, remplacer les ingénieurs humains par l'IA. Tout le monde, c'était la bonne idée, notamment chez Ford, le constructeur auto, il y a quelques mois. Et puis finalement, les ingénieurs licenciés, on est en train de reprendre contact avec eux, leur dire, revenez sur site parce qu'on a quand même un peu besoin de vous. Exactement, et c'est ce qui s'appelle faire marche arrière, clairement. Le constructeur vient de justement rétro-pédaler sur une partie de sa stratégie d'automatisation en réembauchant 350 ingénieurs qualifiés. Alors certains avaient même été licenciés lors de la première phase qui consistait à faire confiance à l'IA. Alors l'objectif initial de ce projet, il était assez clair, c'est de confier à des systèmes intelligents la détection des défauts, la supervision de la qualité et une partie du contrôle industriel. Sauf que la réalité, le projet s'est heurté à la réalité et les résultats n'étaient pas au rendez-vous, d'où le retour de ces ingénieurs. Oui, on a besoin d'ingénieurs qui savent manipuler la clé de 12 et pas seulement les claviers et l'IA. C'est ça, et c'est un petit peu la question que pose ce revirement, parce que chez Ford, on reconnaît désormais que l'erreur ne n'est pas forcément des outils, mais plutôt de la méthode, parce que les IA n'étaient pas forcément parfaitement entraînées. Alors résultat, elle n'a pas réussi à détecter en amont les défauts, et du coup le niveau de la qualité en a pâti, et donc forcément dans une industrie comme l'automobile, une petite erreur ça peut très très vite coûter. Résultat, c'est le retour des humains dans la boucle. Alors leur mission, c'est d'anticiper les défaillances en amont avant même que les pièces arrivent dans l'usine, mais ça ne veut pas dire que Ford a entièrement abandonné l'IA. Parce que la société utilise ses ingénieurs pour deux raisons. La première, c'est forcément d'entraîner les nouvelles recrues au métier et surtout de réentraîner les IA pour que cette fois-ci, elles soient un petit peu plus fiables. Alors, est-ce qu'il faut y voir un échec de l'intelligence artificielle ? Pas forcément, plutôt un rappel, parce que dans l'industrie, l'IA, c'est un outil, c'est pas un substitut magique. Et comme tout outil, elle dépend de ceux qui l'ont conçu, de ceux qui l'entraînent, et peut-être de ceux qui savent encore reconnaître une erreur avant qu'elle ne coûte des milliards et des milliards de dollars. On va voir ensuite ce que ça va donner ensuite avec Ford. Merci Salomé Ferrari. On vous retrouvera bien entendu avec la rédaction de BFM Tech. Vous retrouvez l'ensemble de ces articles. Merci d'avoir été avec nous. Allez, on va prendre un peu de hauteur avec notre invité suivant. On va parler de Sita. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Avec Sergio Colea. Bonsoir Sergio. Bonsoir Frédéric. Merci d'être avec nous, président de Sita Europe. On vous connaît bien. Alors c'est vrai que ceux qui voyagent connaissent Sita. Donc c'est une société de service. On peut le vendre comme ça. Un moteur technologique en tout cas du transport aérien. C'est 1000 aéroports. C'est les compagnies pratiquement toutes les compagnies aériennes, c'est les gouvernements qui travaillent avec vous. Le but, c'est d'avoir des voyages plus sûrs, plus fluides, et vous assurez plus de 50%, je crois, des échanges de données du secteur. C'est absolument ça. Et alors, ce qui nous a intéressé, alors c'est une news, tu en as parlé, alors vous utilisez évidemment de l'IA, de la biométrie, on va parler de toutes ces technologies, mais on va commencer par cet exemple très précis. C'est un rapport, qui s'appelle le rapport Bagage Insight, et on se rend compte que grâce à l'IA, vous retrouvez des bagages. Racontez-nous un peu cette histoire incroyable qui paraît toute bête de perdre son bagage, de le retrouver. Je crois qu'on perd seulement vraiment 1% des bagages, mais ça coûte très cher. Ouais, vous avez absolument raison. On dit aujourd'hui que le transport aérien fait voyager 4,8 milliards de passagers par an. Ils prennent au moins une fois l'avion dans l'année. Ce qu'on dit moins, c'est qu'il y a plus de 6 à 7 milliards de bagages qui voyagent avec les passagers, qui soient en cabine ou en soute. Et dans les bagages qui sont en soute représentent un élément fondamental de l'expérience client. Si vous arrivez quelque part pour vos vacances, pour une réunion... C'est toujours le grand stress de toute façon, c'est d'être devant le tapis, de se dire est-ce qu'il arrive ou il n'arrive pas. Exactement. Alors... le coût réel d'une perte ou d'un mauvais acheminement d'un bagage pour une compagnie aérienne est très important. Ouais. Et dans cette étude à laquelle vous faites allusion, on a mis dans une salle de réflexion une centaine d'experts du secteur de l'aviation dans 6 régions différentes qui viennent de compagnies aériennes, d'aéroports, d'opérateurs au sol. Et on est arrivé à une estimation beaucoup plus précise du coût d'un bagage mal acheminé. C'est $260 par bagage. Je pensais que c'était beaucoup moins. Moi, je pensais qu'on était aux alentours des $100. Mais $260, oui, ça représente quand même pas mal. Oui, lorsqu'on regarde les coûts complets,
de réacheminement, de gestion de cet incident, c'est $260. Effectivement, on pensait plutôt 100, 150 jusqu'à aujourd'hui. Sans compter la réputation, enfin voilà l'image que l'on peut donner au client. Voilà. Absolument, sans compter le coût invisible de la mauvaise expérience client. Et lorsqu'on parle avec quelqu'un, souvent, la personne nous dit, il y a 4 ans, on avait oublié mon bagage et il s'en souvient pendant des années. C'est vrai ce que vous dites, c'est vrai qu'on se souvient plus facilement de ça que des bagages qui n'arrivent pas. Alors justement, comment vous allez utiliser, alors les technologies il y en a beaucoup, hein, c'est autour de l'IA, les données biométriques, de la gestion des data. C'est là où vous apportez votre caractère innovant donc de CITA pour accompagner justement les compagnies aériennes et puis les aéroports. C'est absolument ça. En fait, CITA est le bras technologique du secteur aérien. Ouais. Donc pour revenir à ce point précis des bagages, le coût pour l'industrie du transport aérien, lorsqu'on additionne tout ça, il y a 24 millions de bagages qui sont mal acheminés par an dans le secteur. Ça part 260. Voilà, ça fait 6 milliards de dollars, soit 15% du bénéfice annuel du secteur. Ouais. Donc vous comprenez, il y a des enjeux très importants. Alors, comment on peut aider? Comment on le fait d'ores et déjà? Nous avons des technologies qui sont déployées dans 2800 aéroports, dans 500 compagnies aériennes, qui font que lorsqu'un bagage est perdu, il y a un ensemble de procédures, de process qui se mettent en place pour le retrouver le plus vite possible, le faire arriver au bon aéroport de destination, parfois l'acheminer auprès du domicile du passager. Et cette technologie, qui représente probablement 90% de part de marché sur ce secteur, bénéficie de plus en plus de technologies nouvelles, dont l'intelligence artificielle. Donc, en fait, l'idée, c'est de passer d'une situation dans laquelle vous et moi, on est passagers, on prend l'avion, on arrive dans l'aéroport de destination, on se met devant le tapis à bagages, on attend 45 minutes, après on se dit, il est vraiment pas là, mon bagage, et on va au desk pour faire la réclamation. Au lieu de faire ça, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à l'utilisation de technologies, au partage de données, pendant que vous êtes en vol, on se rend compte qu'un bagage n'est pas dans le bon avion. On prévient le passager par un SMS qui sera reçu au moment de l'arrivée, et on s'occupe déjà de réacheminer le bagage par le meilleur vol. Et ça fait que l'expérience, toujours désagréable, est beaucoup mieux gérée et le coût est beaucoup plus faible. Et j'imagine que grâce à l'IA et à la gestion des données, vous réussissez à voir aussi quels sont les aéroports, alors pour X raisons, hein, mais quels sont peut-être soit certaines lignes ou certains aéroports où, parce qu'il y a des choses qui sont peut-être moins automatisées, où il y a plus de risques de perdre son bagage. J'imagine que là aussi, c'est une façon de reconnaître, tiens, à tel transit, en général, là, on a telle connexion, en général, là, on a beaucoup plus de perte de bagages. Ça sert à ça aussi? On a la chance d'avoir toutes les données. Et vous savez que la clé de l'intelligence artificielle, c'est d'avoir les bonnes données. Donc on a pratiquement toutes les données, ce qui nous permet d'évaluer les points de contention, ce qui nous permet, on a mis en place des solutions à base d'intelligence artificielle qui proposent un recheminement automatique au meilleur coût et au meilleur délai. Petit à petit, on va aller aussi vers la biométrie des bagages, c'est-à-dire la prise des photos des bagages pour qu'il n'y ait pas de contestation à l'arrivée. Est-ce que ces trayures étaient là avant que le bagage ait été déposé ou pas? Et donc, tout ça, la bonne nouvelle, c'est que tout ça amène à une réduction du nombre de bagages qui ont été perdus ou mal acheminés, avec un volume de passagers qui est en croissance. Et on a fait un partenariat avec Apple et avec Google pour intégrer aussi les technologies. Parce que c'est Find Me avec Apple et puis Find Hub avec Google, c'est ça? Voilà, exactement. C'est-à-dire que vous êtes passager, vous avez une petite puce de type tracker localisation, vous décidez de la mettre dans votre bagage, vous pouvez prévenir la compagnie aérienne qui rentre dans ce programme, et là, le temps d'identification baisse de 90%. Ça veut dire aussi, là aujourd'hui, vous parlez de 2500 aéroports, mais j'imagine que ça vous permet aussi d'accompagner des plus petits aéroports, parce que oui, si on voyage, on voit que parfois l'avion commence, la taille de l'avion, selon où on va, l'avion de la taille se réduit, l'aéroport aussi se réduit, parfois on atterrit, il n'y a plus qu'une petite casse-batte. Bon, il y a de moins de chances qu'on perde son bagage, parce que les avions sont aussi plus petits, mais le but c'est aussi d'aller vers des aéroports de moyenne taille, des compagnies, et d'inclure toutes les compagnies aussi, j'imagine. Et c'est un point important que vous soulevez, les aéroports régionaux gagnent en importance.
parce que de plus en plus des compagnies aériennes font ce qu'on appelle du point-to-point, c'est-à-dire on peut, par un vol direct, aller directement dans un aéroport régional, et donc il faut que les process autour de ces aéroports aient la même performance que les hubs internationaux. Est-ce que le futur, la prochaine étape, c'est quoi? C'est qu'on le bagage soit enregistré presque depuis chez nous? Alors, si vous allez au Moyen-Orient, maintenant en ce moment c'est une période très particulière depuis le début de la guerre, ou si vous allez en Asie, de plus en plus on translate la gestion du bagage en dehors de l'aéroport. D'accord. Ce qu'on appelle off-airport. C'est-à-dire qu'on peut déposer son bagage à l'hôtel, on peut le déposer en arrivant dans des espaces qui sont à l'extérieur de l'aéroport, ce qui permet de libérer de l'espace dans l'aéroport pour accueillir plus de passagers. Et demain, il ne sera plus obligé de faire en sorte, ce sera plus obligé d'avoir un bagage qui voyage en même temps que le passager. Donc toutes ces améliorations sont en cours. Oui, puis j'imagine que c'est aussi pour la fluidité au contrôle aussi. Ça permet d'aider aussi. Voilà, si un bagage est clairement identifié, on sait qu'on n'est pas obligé de faire passer plusieurs contrôles. Parce que parfois on a des bagages qui peuvent être contrôlés plusieurs fois. Ça fait perdre du temps et puis ça fait perdre la connexion. C'est ça. Et tout ça a un seul objectif, c'est d'avoir une expérience de voyage qui soit la plus fluide possible, tout en permettant aux gens de voyager quand même de manière plus importante, puisque en dehors des périodes de crise, le secteur du transport aérien est en croissance constante. Et on a envie de voyager un peu plus détendu, notamment à l'arrivée, lorsqu'on veut récupérer son bagage. Merci de vous occuper de tout ça. Sergio Colella, président de Cita Europe, merci d'être venu nous parler de cette innovation et comment l'IA, la biométrie, le partage de données sont aussi au cœur de nos bagages qui voyagent. C'est quand même près de 7 milliards de bagages qui voyagent par an. Ça fait quand même beaucoup de marchandises. Allez, on se retrouve demain. Tech & Co, la quotidienne, c'est terminé. Retrouvez-nous évidemment en podcast, en replay sur notre chaîne YouTube. Et nous, ici même, demain soir, 19h30, pour toute l'actualité autour de la tech. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.